Bienvenue dans Dance Lab, le podcast dynamique et éducatif où la passion de la danse rencontre le monde de l'entrepreneuriat, du bien-être, de la santé mentale et bien plus encore. Des conseils, des histoires, des conversations captivantes avec des experts et des personnalités où recommandations et partage d'expériences enrichissent le quotidien des danseurs et pas que. Je suis Maïwenn Bramoulet, danseuse professionnelle aux multicasquettes, passionnée de danse depuis toute petite, ayant pour objectif de lever les voiles sur les fantasmes et les clichés du métier. En vous partageant toutes les facettes, les difficultés, les richesses et les challenges que ce métier comporte. Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi, à me laisser une note et un commentaire sur Spotify ou Apple Podcast. Et si tu souhaites participer au podcast, écris-moi. Aujourd'hui, j'accueille Ajiba Fahmi, danseuse professionnelle pluridisciplinaire et chorégraphe. Ajiba a commencé la danse très jeune et a intégré à 16 ans le Conservatoire national supérieur de musique et de danse de Paris, le CNSMDP. Dès ses débuts, Ajiba a senti qu'elle ne rentrait pas dans les cases habituelles de la danse classique et contemporaine en France, où la catégorisation est souvent rigide. Alors très vite, elle s'est démarquée par sa polyvalence et sa détermination, naviguant entre danse contemporaine et commerciale, au travers des clips et spectacles vivants. Sa carrière a pris un tournant lorsqu'elle a passé un casting sans même savoir que c'était pour Beyoncé, avant de rejoindre plusieurs tournées et moments iconiques comme Coachella. Elle a fait partie des tournées mondiales de Beyoncé de 2012 à 2018, une expérience unique qui l'a marquée tant sur le plan artistique qu'humain. En parallèle, elle a travaillé avec des compagnies contemporaines reconnues, participé à des spectacles majeurs et collaboré avec des chorégraphes comme Damien Jallet ou Sidi Larbi Cherkaoui. Dans cet épisode, nous reviendrons sur son parcours, la difficulté d'être une artiste multiple en France, ainsi que sur ses réflexions autour de la transmission et de la représentation. Nous aborderons également la gestion du stress, son rapport à la scène depuis la maternité et ce que signifie pour elle être un modèle, parfois malgré soi, pour les jeunes générations. Salut Ajiba. Salut Maïwenn. Bienvenue dans le podcast. Merci. Je suis très ravie de t'avoir au micro. Pour commencer, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours et de ce qui t'a amené vers la danse ? Quand est-ce que tu as découvert ta passion pour la danse ? Alors déjà, merci de me recevoir. Je suis également hyper contente d'être ici. Mon parcours, en fait, il a commencé assez jeune, à 6 ans. C'est là où j'ai découvert un petit peu la danse. D'abord par le modern jazz, initiation, puis plus tard à 10 ans, la danse classique. Et voilà, ça m'a suivie jusqu'à encore aujourd'hui. Hein. et ensuite, à partir de 12 ans, j'ai intégré le Conservatoire de Valence en danse classique et contemporaine. Mais j'étais pas encore en horaire aménagé. J'étais simplement le soir, je prenais 3-4 cours par semaine quand même. Et ensuite, à 16 ans, j'ai intégré le CNSMDP du coup, en cursus contemporain pour 5 ans d'études. Okay. Voilà, où là j'étais vraiment en mode perfectionnement à fond. J'avais aussi des cours de classique énormément, des cours techniques et des cours aussi d'anatomie, de musique, parce que tu passes en quelque sorte ton EAT aussi là-bas. Ouais. Donc l'EAT, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'examen d'aptitude technique. C'est un diplôme, c'est un certificat qui te permet ensuite d'accéder au diplôme d'État, formation diplômante pour enseigner soit le jazz, le contemporain ou le classique. Donc c'est ça. Donc en fait, comme tu peux le voir, c'était un peu un schéma classique en fait, institutionnel un petit peu, tu vois. Donc classique, conservatoire, contemporain. Voilà, ça m'a fait bouger à Paris. Mais j'ai toujours aimé faire d'autres danses. Et le prof que j'avais de jazz à Valence, que j'ai eu à partir de 8 ans, je crois, Stéphane Mirabel, il m'a tout de suite poussé, en fait, il m'a pris pendant ses stages et du coup, j'ai découvert d'autres danses, le hip-hop notamment, la salsa, le moderne, tu vois. Oui, parce que dans les conservatoires, il n'y a pas tout ça. Non, au CNSM de Paris, j'avais un cours de jazz, il me semble, par semaine. Et mais c'était vraiment tourné principalement autour de la danse contemporaine. J'avais un cours de théâtre aussi, mais c'était optionnel à partir de la 4e année. Mais ouais, tu restes quand même dans un schéma assez structurel. Académique. Et en off, tu me disais que tu étais la première danseuse dans ta famille. Oui. Mais du coup, d'où ça vient en fait, cette envie de danser ? Je pense que de manière un petit peu naturelle, on a toujours aimé faire la fête en famille, danser, bouger, écouter de la musique ensemble. Ça a été très festif, je me souviens, dès très très jeune. Même quand on partait en vacances au Maroc, je me souviens des fois de rien, commençait à jammer, tu vois, et à faire un son, à danser, à
faire les foufous, quoi, tu vois. Donc je pense que c'est aussi venu de ça, tu vois. Peut-être ça a traversé des générations et comme ma famille depuis longtemps devait faire ça aussi, c'est entré en moi, tu vois, quelque part. Yes. Je reviens sur le CNSM de Paris. Donc, t'es partie à 16 ans en internat. Est-ce que ça a été un moment décisif dans ta carrière de danseuse? Est-ce qu'il y a des souvenirs aussi marquants que t'as pu avoir de cette époque, bons ou difficiles? Qu'est-ce qui t'a aidé à tenir? Parce que partir à 16 ans de chez soi, c'est jamais facile. Alors, ça a complètement été un moment décisif pour moi parce que je me suis rendu compte que j'étais dans une institution qui me permettait d'avoir un diplôme pour rendre mon métier en fait, tu vois. Ouais. Et alors qu'avant, je m'autorisais même pas ou je pensais même pas que ça pouvait être un métier déjà. Et surtout, j'avais pas d'autres référents, tu vois, auxquels m'identifier en me disant ah bah lui il a fait ça, ça a marché, tu vois, on peut en vivre, on peut être payé de ça. Donc déjà ça a concrétisé l'aspect professionnel un petit peu. Ensuite c'était extrêmement dur parce que moi je suis très très proche de ma famille et on est un concurrent hyper soudé entre mes sœurs et ma mère et du coup ouais, c'était assez douloureux. Je me rappelle que quand je rentrais chez moi tous les week-ends j'arrivais pas à repartir quoi. J'étais genre en sanglots, j'étais à ma mère non je veux pas rentrer à Paris, etc. Et ma mère, elle me disait, bon, t'as pas fait tous ces sacrifices pour rien, faut continuer. Mais c'est vrai que 5 ans d'études, faut pas lâcher, quoi. Quand t'arrives, t'es ado, t'es à l'internat, t'es un peu en compétition aussi, parce que dans ta classe, t'as des notes, tu vois. Nous, on avait des notes sur 20, on avait des bulletins tous les trimestres. Donc, ça a mis une petite réalité, en fait, qui est assez, pas rigide, mais ça te met dans le bain, quoi, tout de suite, quoi. T'es là, bon, bah, est-ce que je suis faite pour ça ou pas t'apprends direct, quoi. Je pense que d'avoir des parents, enfin en tout cas une maman qui pousse, ça donne envie de pas lâcher justement et de se dire oui, genre, effectivement, j'ai pas fait ça pour rien, quoi. Ah oui, clairement, parce que si elle n'avait pas été là et qu'elle avait pas eu cette force en fait pour moi, tu vois, je pense que j'aurais arrêté. T'aurais fait quoi? Aucune idée. Tu sais pas? Aucune idée. Tu t'es jamais posé la question? Bah, quand j'étais plus jeune et que j'étais pas encore enfin que j'imaginais pas que je pouvais en faire mon métier de la danse. J'adorais voyager et j'adorais les langues, donc je me disais toujours peut-être qu'est-ce qui peut tu vois, manier les deux. Et comme je suis très sociable depuis très longtemps, je me disais peut-être hôtesse de l'air, tu vois, un truc comme ça où c'est cool de voyager. Mais en fait, je crois que c'est pas si cool que ça de voyager quand t'es hôtesse de l'air. Bah, c'est vrai que je pense on idéalise peut-être, alors que ça doit être très fatigant, même les décalages horaires, tu t'en vas, tu t'arrives, tu repars. C'est ça, ouais, c'est beaucoup de fatigue en fait. Ouais. Donc, mais bon, j'ai été un peu dans le bain en tournée. ouais, grave, finalement. T'as vécu un peu le métier. Je reviens un petit peu sur la danse. À quel moment t'as senti que t'as commencé à te détacher des sentiers tracés? Qu'est-ce qui t'attire dans la polyvalence? Que tu vois, tu me disais qu'au conservatoire il y avait du classique, du contemporain, que c'était assez académique, mais que toi t'as voulu aussi faire très rapidement d'autres choses. Pourquoi? Je pense qu'en moi il y avait déjà beaucoup de pluridisciplinarité. Ouais. C'est ça le mot. Wow. Et que ça fait partie de moi en fait. J'ai envie d'être plusieurs styles, j'ai envie de faire plusieurs styles, ça me plaît profondément. J'aime passer, tu vois, d'un cours de hip-hop à genre une créa contemporaine. Je pense que ça a toujours fait partie de moi et que en fait quand j'ai un peu pas arrêté le modern jazz et tout ça, mais que je me suis consacrée vraiment à la danse contemporaine, en fait j'avais des moments où ça revenait, tu vois, c'était plus fort que moi, au détriment peut-être de me prendre un petit peu des réflexions des autres, tu vois, des puristes un petit peu de la danse contemporaine, genre bah elle va finir dans une comédie musicale ou elle va faire ça, parce que bon, le chemin un petit peu des danseurs du conservatoire il est un peu tracé, tu vois, c'est tu finis en compagnie ou t'es chorégraphe, quoi. Mais du coup ça montre qu'on aime bien catégoriser un peu en France. Ah ouais, complètement. Ouais, je pense que les gens, en fait, ils s'autorisent pas à rêver, en fait, à être plusieurs personnes à la fois. La carrière d'un danseur, ça peut être extrêmement long et riche, en fait, tu vois. Et pas que... À moins que t'aies vraiment une envie, une obsession, en fait, d'intégrer cette compagnie parce que c'est ce chorégraphe qui tu vois. Bien sûr. Et voilà, et dans ce cas-là, tu bosses que pour ça, et oui. Mais moi, ce qui me plaisait, c'était d'être multiple, tu vois. Bien sûr. Et je pense qu'aujourd'hui... si tu veux accumuler les expériences, plus t'es ouvert en fait et t'as une palette de couleurs différentes dans ta danse et
bah, plus tu peux bosser, quoi. Mais justement, t'as fait une FAQ sur tes stories Instagram, et il y a quelqu'un qui a posé cette question, qui a dit Bonjour Ajiba, penses-tu que c'est une meilleure stratégie de carrière que de se spécialiser dans un style afin de le maîtriser au mieux et d'en être expert ou experte, ou plutôt de prendre des cours dans des styles variés pour être un artiste versatile? Certains disent de se focaliser sur un style et de le perfectionner au risque de se perdre si on s'éparpille trop. Et toi, t'es plutôt team se diversifier. Ouais, parce qu'en fait, bon, c'est venu de moi aussi, mais c'est venu vraiment en fait d'un peu mon mentor, en fait, la personne qui m'a mis dans la danse, qui est Stéphane Mirabel, à qui je fais un gros bisou d'ailleurs. Et il m'a tout de suite dit, en fait, si tu veux être complète, il faut que tu fasses du classique, il faut que tu fasses, tu vois, que t'aies un prisme un peu, tu vois, multiple. Et je pense que ça m'a aussi donné envie de faire tout ça. Après, je pense qu'il faut écouter son ventre aussi, tu vois, son envie, ses envies. Si t'as envie de tester des styles, fais-le. Si tu te sens obligé parce qu'il faut le faire, parce que les autres, bah non, en fait, tu vois. Je pense qu'il faut que tu trouves ta voie aussi, tu vois. Moi c'était ça, mon kiff, en fait, de faire plusieurs styles. Mais ouais, faut jamais se référer aux autres, en fait, aussi. C'est très difficile parce que on existe aussi par les autres, tu vois. Ouais. Mais faut essayer d'écouter son ventre au maximum, en fait. Je pense que ça, c'est ce qui m'a toujours permis de faire les bons choix, en tout cas. Est-ce que tu trouves qu'en France, ou pas qu'en France d'ailleurs, qu'être polyvalent, talentueux et visible, ça dérange? Je pense qu'en fait, on est un petit peu... les gens veulent nous voir comme ils veulent nous voir, en fait. Et moi, j'ai envie de rêver, en fait. J'ai envie de me dire, bah, pourquoi pas, en fait, faire de la danse de salon alors que j'en avais jamais fait avant. Enfin, j'avais un petit peu fait de salsa, etc. Mais vraiment, les danses sportives, je maîtrisais pas, tu vois. Et pourquoi pas les faire, en fait? Je suis danseuse et c'est de la danse, tu vois. Donc c'est un petit peu bizarre, mais je pense que le schéma aussi traditionnel français, il est comme ça, en fait, tu vois. Tandis que, par exemple, aux États-Unis, ils ont un schéma un peu plus, tu vois, type Broadway, quoi. Où, en fait, il faut savoir chanter, danser, faire des claquettes, jouer la comédie. Et il n'y a pas de souci de jugement sur qui tu es, en fait, ou ce que tu fais, tu vois. On trouve juste que c'est hyper cool. Alors qu'en France, en fait, quand on te voit ailleurs et qu'on te dit, bah, pourquoi il fait ça, lui? Alors qu'en fait, c'est un petit peu le principe d'une danse hybride, par exemple, tu vois. C'est s'inspirer de deux danses et les fusionner ensemble. Donc, et non, souvent moi, je pense aussi, pardon, je t'ai coupé. Non, je t'en prie. Souvent aussi, quand tu montres sur les réseaux que tu travailles que ce style, par exemple de danse, les gens ont tendance à croire que du coup tu ne fais plus que ça. Et en vrai, non, t'es juste en train de développer ton univers dans un autre domaine parce que t'as envie de te nourrir de ce style-là. Ouais. Mais ça veut pas dire que t'es plus danseuse contemporaine, par exemple. Exactement, ouais. C'est juste une autre corde à ton arc, en fait, que t'as envie de développer. Et je pense que ça, en plus, ça, par exemple, aujourd'hui, je trouve que les chorégraphes, ils sont de plus en plus hybrides. Donc, tu vois, ils peuvent prendre on le voit tellement, des danseurs contemporains qui finissent... Enfin, des danseurs hip-hop, plutôt, qui finissent dans des compagnies contemporaines. Et c'est aussi le marché et la demande qui veut ça. Donc, non, moi, je pense que c'est une richesse, en fait. Et puis, moi, plus les gens me mettent dans une boîte, plus ça me donne envie d'être dans plein de boîtes. De casser la boîte. Et de les casser, ouais. Non, je te parlais de ça parce que c'est vrai qu'on a tendance un peu à cataloguer, tu vois, de dire c'est un danseur comme ci ou une danseuse comme ça. Et je voulais savoir si toi, t'avais eu cette sensation-là aussi dans ta carrière, parce que t'as été, du coup, on en reviendra après, mais t'as dansé pour Beyoncé. Est-ce qu'on t'a pas collé... un moment, juste cette étiquette de c'est la danseuse de Beyoncé. Oui, mais ça peut être la danseuse aussi d'autres chorégraphes, d'autres artistes. Après, je trouve ça tellement cool. Ouais, non, mais bien sûr. Donc ça, franchement... Non, mais ça, c'est cool, évidemment. Et puis ça enlève pas le fait que je sois multiple, parce que Beyoncé, elle est multiple aussi dans ce qu'elle choisit chez ses danseurs, danseuses. Donc du coup, ça me va. Mais c'est plus le fait de dire, par exemple, tu sais, je me reçois des... toi, tu sais faire ça, par exemple, tu vois. Bah ça prend, peut-être que toi aussi en fait tu peux le faire, tu vois. Et non, mais j'ai eu quelques réflexions, notamment quand j'ai fait Danse avec les stars, tu vois. Ouais. Ça a été assez dur d'ailleurs, parce que évidemment que j'ai pris des cours, je me suis formée un petit peu, tu vois. Et surtout, j'aimais ça profondément, tu vois. Et je me suis reçu des trucs parfois en pleine figure du genre non mais Ajiba c'est une danseuse de clip, tu vois.
Je savais pas qu'on pouvait dire que quelqu'un était une danseuse de clip. Oui, je sais faire des clips, je peux faire des clips, mais on m'a vu dans de nombreux clips. Ça, je pense que c'est quand les gens connaissent pas en fait toutes tes capacités, tu vois, ils te savent encore mettre quelqu'un dans une boîte ou... Parce qu'en vrai, faire des clips, c'est du tournage, donc on pourrait dire que c'est une danseuse de cinéma. Oui, ouais, mais ça c'est un peu plus positif, je pense, tu vois, de dire ça comme ça. Danseuse de clip, ça fait un peu négligé, tu vois. Ah ouais, c'est fou quand même, parce que moi je le perçois pas du tout comme ça, mais je pense que certainement les personnes qui tiennent ces propos-là n'ont pas envie de voir le côté positif de cette chose. Ou il y a un peu de jalousie aussi peut-être. Peut-être, ou juste un petit peu de non-connaissance en fait. Je pense que c'est plutôt ça. Du coup, j'arrive sur l'aventure Beyoncé. Yes. Parce que oui, c'est quand même stylé de dire que t'as été la danseuse de Beyoncé. Est-ce que tu peux nous raconter le début, en fait, l'anecdote de casting où tu savais pas que c'était pour Beyoncé et comment ça s'est passé? Qu'est-ce que toi, t'as dansé ce jour-là au casting? Qu'est-ce que tu ressentais? Si tu peux nous raconter ce que t'as vécu. Ouais, carrément. En fait, je reçois un appel d'un chorégraphe qui commençait à devenir agent, en fait, ancien danseur aussi, qui s'appelle Bruno Perret, qui a monté son agence d'ailleurs, We Dance, avec qui j'ai beaucoup travaillé, notamment après ça. Et c'était mon premier job avec lui en plus. Donc, il me dit oui, Blancali va chorégraphier un clip pour une artiste américaine et recherche des danseuses françaises. Donc, est-ce que tu veux participer au casting? Donc, je le fais, ça se passe trop bien, je suis prise. Et au moment où je suis prise, on nous dit, bon, voilà, c'est pour Beyoncé. Donc, j'y crois pas, en fait, parce que je me dis... Franchement, c'est improbable, tu vois. Oui, des danseuses aux États-Unis, pourquoi nous, tu vois. Mm-mm. Et du coup, il s'avérait que c'était vrai. Donc j'arrive aux Bahamas, sur une île paradisiaque, accueillie par des petits dauphins. Là, je la vois arriver. Tu sais, c'est comme si c'était un ralenti, un petit slow-mo, tu sais, quand elle arrive. Tac, t'es là. Ah ouais, en fait, je suis où, là? Je suis morte, je suis au paradis. C'était assez... Ouais, c'était fou, quoi. Et je me rappelle comme si c'était hier encore, alors que c'est il y a plus de 10 ans, quoi. C'est fou. Et ensuite, en fait, ça s'est un petit peu enchaîné. Ils m'ont demandé de venir à New York pour participer au casting pour sa tournée qui suivait. Et ça a marché. J'ai quand même fait un casting qui a duré presque 4 semaines. Mais c'est ce que tu me disais, parce qu'on s'est appelé avant de faire cette interview. Ouais. Tu m'as dit, mais 4 semaines. J'ai cassé des paires de talons, j'étais là dans ma chambre d'hôtel en train de répéter le soir comme une acharnée. Je me filmais en répète et après je regardais tous ces shows, j'étais genre obsédée. J'étais obsessionnelle en fait avec ça, tu vois. T'étais sur la sellette sur ces 4 semaines, à tout moment? À tout moment, le soir, je me disais, c'est bon, je vais rentrer chez moi, quoi. Okay. Ils vont me prendre un billet d'avion, ils vont me renvoyer, quoi. Je comprenais pas, en fait, pourquoi ils me disaient pas, tu vois, ce qui se passait. J'étais en test, en fait. J'étais en période d'essai, pardon. T'inquiète. J'étais en période d'essai. Et ensuite, ça a marché. Et voilà, j'ai enchaîné. J'ai fait 3 tournées avec elle, des award shows, des campagnes pour sa marque. T'avais 23 ans quand t'as commencé, du coup, à bosser? Ouais, 23-24 à peu près, ouais. Je commence en 2012, donc... T'étais consciente un peu de ce que tu vivais? Parce que là, tout à l'heure, tu me disais que t'avais l'impression d'être dans un rêve, mais après, t'as conscientisé? Ouais, après, non, j'ai conscientisé carrément. Puis le fait de travailler comme une acharnée, tu te sens vivant, tu te sens réel. Donc, c'est là où tu te dis le travail paye. Ouais, le travail paye. Et que tout est accessible, en vrai, avec du travail. Et en réalité, je pense que c'est ce qui leur a plu, tu vois, de savoir que j'étais pluridisciplinaire. Tu vois, parce qu'elle, dans ses shows, elle utilise tout, tu vois. J'avais même, dans sa première tournée, je faisais un duo en tutu. J'étais en petite danseuse classique et tout. donc voilà, ouais, ça sert au final, tu vois. Bien sûr. Et j'ai perfectionné la technique un peu américaine du LA Style aussi avec eux. Mais bon, dans ses concerts, elle utilise de l'afro, de la danse contemporaine, passer de pieds nus à être en talons, tu vois. Donc c'est vrai que ça m'a vraiment formée, quoi. En fait, moi, j'ai eu ma formation tournée avec elle. Ouais. Donc c'est le kiff, quoi. Complètement. Et qu'est-ce qui t'a le plus marqué dans cette aventure? L'humain, l'artistique? Oh là là, tellement de choses. Parce que oui, t'as enchaîné les tournées, tu me disais aussi les Grammy, les clips, Coachella. Ouais, les MTV, j'ai fait tout est tellement Coachella, différent, en fait. Ouais. Et puis, en fait, c'est fascinant de l'avoir travaillé, tu vois. Tu te dis, elle est... en fait, elle, son but, c'est l'excellence. Donc quand t'es dirigé par une personne comme elle, t'es obligé d'être excellent, en fait, tu vois. T'es obligé de donner le meilleur de toi et tout, parce que t'as en face de toi le meilleur exemple. Donc je pense que c'est ça qui m'a le plus plu là-bas.
Après, j'ai eu des expériences incroyables. J'ai fait le tour du monde 4 fois, tu vois, dans des conditions incroyables que je revivrai peut-être jamais. Je pense pas comme ça, en tout cas. Et surtout, j'ai rencontré des gens fabuleux, tu vois. J'ai une team de danseuses que je respecte à vie, que je considère comme ma famille. C'est magnifique, tu vois. Donc, ouais, humainement, artistiquement, 100%, quoi. Et le rythme, comment on gère 4 tournées, 4 tours du monde sur plusieurs années, comment... même ta vie perso, les moments de pause, tout ça, c'est important. Bah, on apprend tout le temps, en fait. Hein. Tu sais, moi, ma première tournée, j'étais là, je faisais beaucoup la fête. J'essayais de faire le max de choses. Et puis après, les suivantes, j'étais là, bon, je vais me reposer un petit peu. Je vais visiter. Je vais faire du sport. Je vais m'entretenir. Tu sais, au début, t'es un peu dans l'euphorie. Tu veux tout faire vite, tout faire, tu vois. Tu te rends pas trop compte. Tu te dis, j'économise pas trop, là. Qu'est-ce que je fais, tu vois. Et après, tu te rends compte que, ouais, déjà, c'est pas éternel. Tu vois, tu vas pas faire ça pendant 30 ans. Donc, il faut être raisonnable quand même. Et puis, tout peut s'arrêter demain aussi, quoi, tu vois. On n'est pas indispensable à Beyoncé, tu vois, sur scène. Elle peut partir en concert toute seule. Ça marcherait aussi bien, en fait, tu vois. Donc, il faut se rendre compte de ça aussi, qu'au final, t'es un plus, mais tu peux être enlevé et ça va bien aussi, quoi. Ouais, bien sûr. Mais c'est une chance, du coup, de pouvoir être à ses côtés et d'avoir d'autres artistes autour d'elle qui aussi la mettent en valeur et qui elle aussi... elle s'inspire de nous. Mettre en valeur, bien sûr. Et ce qui est magnifique avec elle aussi, enfin, je reviens un petit peu là-dessus, c'est que elle veut que tu brilles comme toi, t'as envie de briller, en fait, tu vois. C'est pas un peu comme quelqu'un qui veut façonner ses danseurs ou ses danseuses, des artistes qui disent, bah, moi, je veux qu'elle soit comme ça. C'est toujours un peu genre, tu te sens à l'aise comme ça va? Moi, je trouve que ça te va bien, mais est-ce que toi, tu te sens confortable? Moi, j'ai envie que vous vous maquillez comme vous voulez, que vous soyez belle comme vous le sentez, tu vois, je trouve ça hyper bienveillant. Ouais, et puis je pense qu'elle sait, elle est bien dans ses baskets aussi, tu vois. Et quand t'es bien avec toi-même, t'es bien avec les autres. Ouais, exactement. Tu me disais que tu vois, elle vous donne de la place. Elle valorise aussi du coup les femmes racisées, ce que tu me disais un petit peu en off. Ah ouais, totalement. Est-ce que tu peux nous parler de ça un peu plus en détail? Je pense qu'elle a envie que les gens s'identifient, puissent avoir des exemples comme elle, tu vois, de femmes noires qui sont plusieurs femmes à la fois, tu vois, maman, chanteuse, performeuse, actrice. En fait, ce qui était trop beau aussi, c'est que je me sentais bien dans mes baskets aussi, à ma place. Je me sentais pas trop blanche ou trop noire, ou tu vois ce que je veux dire, ou trop arabe, ou même outsider, parce que j'étais française au final, tu vois, au milieu de toutes ces américaines. Mais ouais, je me sentais comme chez moi, en fait. C'est ça qui est trop bien. J'ai pas trop de souvenirs où... d'avoir été tu sais, dans un groupe où tu te sens mal, où tu te dis ouais, est-ce que les gens ils parlent sur moi, est-ce que tu sais, un petit peu cette sensation de pas être la bienvenue, quoi. Au contraire, je me sentais vraiment bien entourée, bien cadrée, avec beaucoup d'amour et de respect surtout. Et je sais pas si ça répond vraiment à ta question. Je trouve que ça y répond quand même beaucoup, parce que ça montre que l'entourage c'est aussi important, même dans une équipe. Ça part peut-être sur une autre question, un autre sujet, mais ça montre que c'est important. En vrai, c'est ce qu'on... On se rappellera de ça dans 20-30 ans, que c'était chouette, que tu vois, t'as fait des soirées, que... En fait, ce qui est... Pardon, je te coupe, mais ce qui était assez fou et que je sens pas souvent, c'est que j'étais... prête à tout donner, être au maximum de ce que je peux donner, tu vois, être la meilleure, à être dans un temps donné, tu vois. Donc elle te donne un peu les clés pour être la meilleure version de toi, en fait, sur scène. C'est ça que je trouvais formidable, tu vois. Et ça, c'est pas donné à tout le monde, tu vois. Cette transmission-là, faut que tu sois vraiment bien avec ton toit intérieur. Mais après, t'as des artistes, c'est vrai, qui sont juste là pour eux faire leur show, et t'as les danseurs derrière. Et je trouve qu'il y a de plus en plus aussi maintenant
synchronicité, on va dire, entre les artistes et les danseurs. On n'est plus juste derrière, on est vraiment mélangé à l'artiste. Y a c'est plus participatif aussi. Exactement. Mais je sais que Beyoncé, depuis le début, elle nous observait beaucoup et elle prenait beaucoup aussi de nous, tu vois. Genre, par exemple, quand elle aimait bien un mouvement, elle disait « Ah, j'aime bien comment elle le fait, j'aime bien comment toi tu le fais, j'aime bien cette partie. » Elle nous laissait participer aussi, elle nous demandait des choses, genre cette chanson-là, vous pensez que c'est faite pour des filles de 15 ans, 16 ans? Est-ce que c'est pas trop ce que je dis dans les paroles? Vous sentez comment? Ou est-ce que ce tube-là, il vous donne envie de danser? Vous donne envie de danser dans votre chambre, en boîte, avec des potes? Comment vous sentez, quoi? Donc je trouve ça cool, en fait, tu vois, de pouvoir échanger sur au-delà d'un step, quoi, tu vois. Non, mais c'est bien, ça montre aussi toute l'ampleur humaine qu'il y a... dans cette équipe et derrière cet artiste. Tu me disais que dans l'équipe, ça se passait très très bien, qu'il n'y avait pas de soucis ou quoi que ce soit, mais que parfois, tu avais déjà ressenti de la part de regards extérieurs, de personnes qui venaient te voir, des amis, entre guillemets. Je mets des guillemets parce que la suite, du coup, on comprendra. Que tu avais déjà ressenti des jalousies, des incompréhensions, notamment à tes débuts, et qu'il y avait des personnes, des fois, qui venaient te voir pour noter ce que tu faisais et faire des remarques et critiques sur ton travail. En fait, c'était plutôt pour me faire des retours, genre, ah, ça se voit que t'es un peu différente des autres danseuses, tu vois. Mais pas en mode, t'es différente et ça va, quoi. C'est genre, t'es différente, mais t'as pas le même groove qu'elle, ou tu bouges pas comme elle. Heureusement qu'on bouge pas tous pareil, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais ouais, c'est assez particulier d'avoir pu ressentir ça. Après, je comprends, c'est tellement fou de booker Beyoncé que parfois les autres, ils ont pas forcément les bonnes réactions, tu vois. Et c'est pas grave, je leur en veux pas, mais juste, ouais, tu peux voir un petit peu comment ça plaît ou ça plaît pas. Mais je pense que de manière générale, les gens, ils aiment pas trop te voir réussir. Enfin, je sais pas ce que tu penses de ça. Moi, je suis très d'accord avec ça. Moi, je le dis très souvent. Tout le monde ne veut pas te voir réussir. Et c'est vrai, et c'est pas grave, en fait. C'est pas grave parce que ça fait partie de... Ben voilà, on n'est pas tous là... Enfin, pour s'aimer, tu vois. Ouais. Mais faut pas envier les gens, en fait, tu vois. L'envie, c'est compliqué. C'est compliqué à gérer, même pour toi, en fait. Ça ralentit, quoi, tu vois. Après, si c'est une envie, on va dire, positive. Oui, tu sais, quand inspirante. Inspirante. Quand tu vois des gens à un certain endroit, on va dire, une certaine ascension dans leur vie, tu te dis, ah, ça, c'est ultra inspirant, j'ai envie d'être... pas d'être là où elle est, parce qu'on n'a pas forcément envie d'avoir le même parcours et la même carrière que la personne, mais se dire, ok, par quel chemin elle est passée, quelle étape il ou elle a réalisé, ça, tu te dis, ah ouais, ça me donne envie. Et je pense que du coup, ça, c'est le côté positif. Du coup, après, de mettre en place aussi des choses pour y arriver comme la personne qui nous inspire. Bien sûr, ouais. Oui, et puis surtout, moi, je pars du principe où quand je vois des gens danser que je kiffe trop, tu vois, je me dis, ah, bah, je vais prendre ça d'eux, j'aime trop, tu vois. Je vais essayer de développer ça, je l'ai pas dans ma danse, tu vois. Moi, je build un peu mon personnage ou ma danse comme ça. Mais après, c'est vrai que bon, la jalousie, elle existe partout, hein, malheureusement. Hein. Et ça fait du mal qu'à soi, au final. Enfin, à la personne qui jalouse. Donc, complètement. Je reviens un peu sur l'entourage. Quand on veut atteindre aussi un certain niveau d'excellence, faut faire des sacrifices humains, familiaux, émotionnels. Donc c'est vrai que parfois, tu peux te sentir hyper bien entouré, à la fois seul, parce que c'est un peu un métier où on est... nombreux, on est entouré, mais on est seul face à soi-même. Comment tu gères ça, toi? Comment t'as géré ça? Moi, je me suis toujours très bien sentie parce que j'ai une famille en or, donc ça c'est top. Après, c'est vrai que j'ai eu des moments, tu sais, quand t'arrêtes un petit peu une tournée ou que tu te sens un peu, genre tu dis, ah, c'est quoi demain et tout. J'ai pas le bus qui vient me chercher là, j'ai pas ma chambre d'hôtel qui m'attend, j'ai pas mon échauffement, j'ai pas le rendez-vous au catering, tu vois. Donc ça chamboule un peu tes habitudes. Mais je trouve que le vide, il est important, tu vois, pour un artiste. C'est là où tu peux un peu composer et te recentrer et accepter que bah voilà, c'est comme une vague, quoi. C'est le moment où c'est à plat mais elle revient vite, tu vois, la prochaine. Faut juste savoir la prendre. Ouais, c'est vrai qu'il peut y avoir une grosse redescente de l'euphorie de tournée, du voyage, et d'un coup il y a plus rien, quoi. Et je crois que ça nous fait tous ça en tant qu'artiste.
Même tu te dis, ouais, je vais plus voir mes collègues, je vais plus voir les... Après, si, on se revoit un peu quand tu utilises des amitiés dans la vraie vie, on va dire, mais c'est vrai que oui, ça fait bizarre. Puis t'es tout le temps entouré, t'es non-stop avec des gens sur scène, après, en répétition. En fait, t'es rarement seul, quoi. Donc moi, je sais que j'ai aucun problème à revenir dans cet état un peu de solitude. Ça me permet de réfléchir et de penser à demain, quoi. Et puis maintenant, t'es maman, on peut aussi, en parler, ouais. Il y a aussi du coup autre chose maintenant, c'est que t'es plus seule, enfin, t'as un petit garçon, du coup. Ouais. Je dépends de quelqu'un et quelqu'un dépend de moi aussi. Et puis une grosse responsabilité surtout. Du coup, les moments de vide, ils existent plus trop, ou il y en a encore un peu, des moments où... Vide professionnel, oui. Ouais. Mais vide affectif, il n'y en a plus trop, quoi. Ouais. Parce que je sais qu'il est là et que j'ai des choses à composer avec lui au quotidien. Oui. Donc oui, ça occupe. ça occupe, j'aime bien. Puis je trouve aussi que le moment de vide, c'est aussi un moment de réinvention. Ça peut te permettre après, tu vois, quand une tournée elle termine ou un spectacle, de te dire, je vais me former dans un autre style de danse ou dans un autre domaine, travailler mon acting ou des choses comme ça. C'est des choses, toi, que t'aimerais... Que tu développes un peu plus ou... Un petit peu. En fait, j'ai pris des cours de théâtre quand j'étais au conservatoire, justement. Ouais. Et ça m'a beaucoup plu. C'était une classe ouverte avec une prof de la Comédie Française. Annette Barthélémy, elle s'appelait. Et j'ai beaucoup aimé parce que c'était un cours d'improvisation. Donc du coup, on n'était pas dans genre vite, faut apprendre son texte, tu vois, faut donner un résultat d'un texte. Elle composait qu'avec des musiciens et des danseurs. Donc ça, c'était chouette parce que moi, ça m'a appris un peu à développer un personnage en fait sur scène. Un peu, tu sais, ton alter ego ou des choses comme ça et être à l'aise avec ça. Mais oui, ça me plaît. Et d'ailleurs, j'ai joué dans un film. Oui. Ouais. Qui s'appelle Backstage, de Afef Ben Mahmoud et Khalil Ben Kiran, que j'embrasse aussi très fort, qui me manque. Et c'est un road trip en Tunisie, un peu le pitch du film, avec une compagnie de danse tunisienne. Enfin, le road trip, il se passe au Maroc au moment du film, mais la compagnie est basée en Tunisie. Et elle regroupe en fait des danseurs du Maghreb, du Moyen-Orient, un peu du monde arabe. Donc du coup, je joue en marocain, en Darija, qui est le dialecte marocain. Et tout le monde joue dans son propre dialecte, donc ça c'est cool, tu vois. Et c'est plein d'arabes différents en fait. Mais du coup, vous comprenez un petit peu, presque, ouais. Mais bon, du coup, oui, après, comme on répétait... on a fini par se comprendre, mais c'est fou que, par exemple, c'est comme deux Espagnols qui se comprennent pas, tu vois. Qui parlent dans leur dialecte. Ouais, dans leur dialecte, ouais, carrément. Ou un Espagnol de Malaga et de Barcelone. Et voilà. Ou quelqu'un qui parle espagnol au Mexique, tu vois, c'est totalement différent. C'est ultra challengeant. Ouais, les accents, les mots. Des fois, il y a des mots, c'est vraiment des contresens, hein. Mais c'est le même mot. En plus, quand tu joues, tu peux pas montrer que tu comprends pas. Enfin, tu dois être dans ton personnage. Non, mais c'était chouette. Après, il y avait pas énormément de texte. C'est un film très photo. Donc ça, c'était cool. Il y avait un petit peu de texte quand même. Et puis surtout, je jouais le rôle d'une danseuse, donc j'étais assez confortable avec ça. Mais j'ai adoré la mise en scène d'Afef, qui était une ancienne danseuse justement. Donc elle avait ce rapport à la caméra très ample, dans le mouvement tout de suite. Et voilà, la chorégraphie, c'était Sidi Larbi Cherkaoui, avec qui je travaille. Notamment, pour la petite anecdote, que j'ai rencontré sur Beyoncé, que je rêvais de travailler avec lui. Et du coup, on a commencé à collaborer parce que Beyoncé. Donc c'est chouette aussi. Et tu l'avais assisté ? Et je l'ai assisté par la suite sur certains projets, sur un film d'ailleurs qui va sortir aussi dans pas longtemps, qui s'appelle Les Baronnes, de Nabil Ben Yadir, qui est un Belge marocain. Et du coup, ouais, le cinéma, c'est une autre facette de la caméra, je trouve... Et ça me plaît aussi beaucoup, ouais. Et surtout le rapport, quand je dois parfois coacher des acteurs ou des actrices, ça c'est fabuleux. Franchement, quand tu arrives à donner le goût de la danse en fait à quelqu'un qui a jamais dansé ou qui a un petit peu dansé, et ben, il y a quoi de mieux, quoi, tu vois. Yes. Ouais. Je reviens un petit peu sur la visibilité et le regard des autres aussi. Comment on apprend à se détacher du regard des autres quand on est à ce niveau de visibilité et d'attente ? Tu sais, on est dans un métier où je trouve qu'il faut quand même toujours faire ses preuves. Est-ce que toi, tu ressens aussi le besoin de toujours prouver quelque chose ou est-ce que tu es libérée de ça Est-ce qu'avant ça, tu sentais que tu devais faire tes preuves Moi, je travaille encore là-dessus. Hein. Parce que c'est très dur, en fait. La barre, elle a été mise tellement haute avec Beyoncé
que parfois, tu vois, en casting, je suis genre... J'arrive à un casting, des fois, je suis là, mais qu'est-ce que je fais là? Je vais pas la voir et tout. Et je me mets tellement ça dans la tête que ouais, ça marche pas après, tu vois. Mais oui, je fais encore beaucoup de casting, je me déplace, j'essaye de travailler avec des nouveaux chorégraphes qui me plaisent. J'ai pas peur, en fait, de... Je pense que la vie d'un danseur, c'est des castings à vie, tu vois. Et c'est aussi ça, la formation d'un danseur, c'est que elle s'arrête jamais, en fait. C'est à toi de la mener au plus loin possible. Donc c'est pour ça rejoint un peu la question de mettre les gens dans des boîtes, tu vois. Je pense que en fait c'est te limiter, c'est des croyances limitantes, tu vois, tout ça. Mais ouais, c'est très difficile en fait, je trouve, d'être à l'aise avec tout ça. Et est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé de perdre ta passion à cause de l'industrie? C'est une question, ça, qui avait été posée dans la FAQ. Je sentais que ma flamme, elle s'éteignait un petit peu, tu vois. À quel moment? Parce que sur certains projets où on te demande tellement de faire des choses qui te ressemblent pas forcément ou qui te challengent plus trop ta professionnalisation, que en fait t'en es là, je suis en train de perdre du niveau, là ça va pas du tout, qu'est-ce que je fais là, tu vois. Et bon, tu sais pourquoi t'es là. Aussi parfois malheureusement c'est aussi pour subvenir à tes besoins, quoi, tout simplement. Dans le milieu on appelle ça cachetonner. Oui, ouais c'est exactement ça. Et oui, ça m'est arrivé, mais elle s'est jamais vraiment éteinte complètement. Je pense que c'est important. C'est pour ça que je danse toujours aussi. Ouais. Je pense que quand la flamme elle s'éteint, faut peut-être changer de voie pour pas se frustrer ou devenir aigri. Ou arrêter un temps ça, tu vois, ou comprendre pourquoi ça s'est éteint, tu vois, et essayer de, si c'est les autres qui t'ont mis dans cet état, ben un petit peu avoir des barrières maintenant sur ça et te protéger et réussir à contrôler en quelque sorte, tu vois. Contrôler la pression que les gens peuvent te mettre ou leur état tout simplement. En plus, tu sais jamais quand t'arrives sur un job l'état des gens, tu vois, ce qu'ils ont traversé, comment ils se sont réveillés, ce qui se passe personnellement dans leur vie. Donc je pense qu'il faut avoir aussi de l'indulgence et de dire bon, cette personne-là elle est comme ça, faut pas que ça m'atteigne. Je mets mon petit bouclier là et voilà. Et puis tout est bon à prendre aussi, tu vois. Les mauvais jobs c'est bien aussi. Tu sais après ce que tu veux plus faire. Exactement. Je reviens sur la pression et le stress. Est-ce que tu te rappelles de ton tout premier track ou de moments où tu as compris que le stress faisait partie du jeu? Qu'est-ce que tu as ressenti à ce moment-là? Tu me disais que tu avais fait ton premier concours de danse à 12 ans et tu m'as dit que c'est ce qui t'avait donné envie de faire de la scène. Et en même temps, tu me disais que le stress, ça pouvait aussi te faire perdre les steps, des moments blancs. Ah, j'ai eu des gros moments de blanc dans ma carrière. Sur tu scène sais, la aussi. visualisation de quand tu passes du studio à la scène. Oui. Et t'as plus le miroir ou t'as plus la sono qui est placée là. Et du coup, en fait, t'as enregistré la chorégraphie comme ça. Et quand t'arrives sur scène, c'est un nouveau décor et t'es là, waouh, j'ai plus mes repères. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler, je pense. La mémorisation spatiale, elle est hyper importante. Et moi, je me rappelle que quand j'avais 10-12 ans à peu près, ce qui m'avait planté, c'est que j'avais reconnu des gens qui étaient venus me voir. Et du coup, j'étais là, ah putain, il y a ma cousine et tout. Ah, si, il y a ça. Et en fait, je me vois faire le mouvement, mais mon esprit, là, ailleurs, tu vois, il est plus dans mon corps. Après, je trouve qu'on est très fort pour rattraper oui. les Mais gourdes. c'était un petit robot, déjà. J'étais là, clac, 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 hop. Ah ouais, mon pas, il s'est enchaîné, mais pas aussi bien que si je l'avais fait en étant consciente pleinement, tu vois. Mais après, moi, j'ai du bon stress, tu vois. Par exemple, je suis pas quelqu'un qui va répéter les steps 5 minutes avant de monter sur scène, tu vois. J'essaie plutôt de me relaxer, de me recentrer, d'être dans le sol. C'est une manière j'ai pour toi tendance à trembler un petit peu parfois. C'est une manière pour toi de lâcher prise après sur scène? Ouais, je me laisse assez aller en fait. Puis j'aime le rapport au public parce que j'ai été un petit peu élevée comme ça. J'ai commencé des compètes, il y avait dans des théâtres, etc. Donc il y avait du public. Et après les concerts, beaucoup. Mais ouais, je me sers un peu de l'énergie des gens aussi. T'as fait une émission télé... Ah mince, attends, j'ai oublié le nom. J'en ai fait 2. J'ai fait You Can Dance. Ouais. Talent Show, c'est la version de So You Think You Can Dance. Ouais. Et après, j'ai fait Danse avec les stars. Voilà. Un peu talent show, télé-réalité. Et le premier, donc t'étais quand même beaucoup plus jeune? Ouais, c'était juste avant Beyoncé, donc je devais avoir 22-23, un truc comme ça. Je crois que c'est la même année que j'ai booké Beyoncé, donc 23.
Et comment on gère ce stress aussi de passer à la télé? Ouais, alors ça c'était nouveau parce que j'avais pas fait de télé avant. Je crois que je m'en rendais pas trop compte à l'époque, tu vois. Comme il y avait encore le public et tout, j'ai appris les codes de comment du plateau télé un petit peu, tu vois, à cette période. Mais je pense que j'étais dans j'ai envie de réussir, j'ai envie de bien faire. Mais moi, il me se passe tout le temps des petites merdouilles sur scène. Un petit truc de costume qui arrive. Ouais. Je me rappelle sur You Can Dance, tu sais, on a des solos à la fin quand t'es pas sauvé par le public. Enfin, je sais plus comment ça fonctionnait. Donc du coup, t'as un petit solo de 1 minute 30 avec les secondes qui défilent et genre à la fin, ça fait 5, 4, 3. Et je me rappelle sur le 5, 4, 3, je vois la grue qui arrive sur moi et je fais putain, mon mouvement, il va sur elle, tu vois. Et du coup, j'étais là, j'ai fait un espèce de truc à la Matrix pour éviter. Et je crois qu'il faudrait que je retrouve la vidéo, mais on le voit. Et donc, ouais, il m'arrive toujours des petits trucs comme ça. J'ai failli cramer un théâtre une fois. Ok, ouais, est-ce que ça on va laisser dans l'épisode? Non, mais ça a commencé à fumer un petit peu. Et après, mais en dansant, en fait. T'as posé un costume sur une light? Non, j'étais en coulisses. Et on faisait des entrées, des sorties. C'était au conservatoire, d'ailleurs. Dans la dernière année au Junior Ballet. Et on faisait des entrées et des sorties hyper rapides. Et à un moment donné, je me suis un peu pris les jambes dans le rideau. Et j'ai emmené le rideau sur un spot. Et du coup, ça a commencé un peu à fumer, mais tout allait bien. Mais tout va bien. Oui. Tout va bien. Tout allait bien. Ce n'était pas prémédité. Donc voilà, je pense que mon stress, il est dans ça, en fait. Dans, tu vois, des petites choses où je suis pas très vigilante. Et est-ce que tu as des rituels ou des pratiques ou des routines qui t'aident à te recentrer? Parce que tout à l'heure, tu me disais, je t'ai un peu coupé sans faire exprès, mais que tu avais un peu les jambes qui tremblaient. Est-ce que tu as des choses pour t'ancrer avant une performance, un tournage? L'échauffement déjà? Ouais, moi je suis assez basique. Franchement, je m'allonge au sol, je fais des petites positions de yoga, des étirements. J'écoute de la musique. Mais j'ai pas de rituel sacré, tu vois, ou de choses... J'aime aussi laisser place un peu à tout ce qui se passe dans l'environnement à ce moment-là. Tu vois, s'il y a quelqu'un qui vient me parler, je lui parle. Okay. Tu vois, je reste assez naturelle sur ça. Et est-ce que tu trouves que l'échauffement pour toi, c'est plus physique ou mental? Les deux, je pense. Les deux? Ouais, les deux. Je pense se recentrer, se calmer, c'est mental. Enfin, c'est pour ton mental. Et le corps, il faut qu'il soit prêt. Évidemment, tu peux pas arriver sur un plateau froid, quoi, sec. Surtout à mon âge, c'est plus possible. Oui, et en vrai, même plus jeune, parce que c'est là aussi où on construit nos corps. Exactement. Moi, j'ai une hygiène de vie, franchement. Je me dis, waouh, c'était... Je m'échauffais avant chaque spectacle, je m'étirais après chaque spectacle, pendant des années, en fait. Tu vois, quand j'étais en tournée en compagnie contemporaine avec Jean-Claude Galota, il n'y avait pas une scène sans que je m'échauffe. Et d'ailleurs, ça m'a valu aucune blessure toutes ces années, quoi. Pour durer dans le temps, t'es un peu obligée, entre guillemets. Après, j'ai eu des trucs, mais bêtement, tu vois. Je me suis souvent fait mal, en plus, hors danse. Ok. Cheville, trucs bêtes. Parce que esprit ailleurs, parce que... Ouais, ou dans la rue, trottoir, des trucs, tu vois. Tu te dépêches. T'imagines, t'as une hygiène de vie folle à remonter sur scène, et les seules blessures que tu te fais, c'est... moi, ça. Écoute. Tout à l'heure, on parlait de la maternité. Est-ce que la maternité, ça a changé ton rapport à ton corps et à la scène? Bah évidemment, ton corps, il passe par des choses... tu te dis, comment c'est possible, tu vois? Moi, je pars du principe où il faut faire confiance à son corps, il faut l'écouter, il faut être patient. Ouais. Et moi, je suis quelqu'un de très patiente. Du coup, sur ça, j'avais pas de soucis. Juste, j'ai eu une césarienne, malheureusement, un peu d'urgence. Donc, du coup, j'ai dû... j'avais un... Comment on dit ça? J'avais un bleu... En fait, j'ai eu un bleu à l'intérieur de mon ventre. Après, avec les points, en fait, de suture. Et du coup, je me levais un peu trop vite, j'utilisais trop mes abdos et du coup, ça m'a fait une petite hémorragie. Okay. Du coup, j'ai dû me calmer et j'ai pas pu reprendre très vite, mais quand même, j'ai pu redanser vers 6-7 mois, tu vois. Ah, quand même, cool. Post-grossesse. Donc, Et dans ta manière de danser, d'interpréter, ça t'a nourri d'avoir un enfant? Ça t'a changé des choses ou ça n'a rien changé du tout? Si, je pense que ça a changé mon rapport en fait avec ma physicalité aussi, tu vois. Je suis plus à l'écoute en fait, je pense. Ça m'a encore plus rapprochée de mon moi, tu vois, intérieurement. Et aussi, évidemment que j'ai dû passer par des périodes un peu ingrates, tu vois, où t'es là, t'es au sol, t'arrives plus à te relever plus vite comme avant, tu vois.
Donc ça m'a restructurée. Mais moi, j'ai l'impression que je me suis jamais sentie aussi bien que maintenant, en fait, tu vois, après avoir eu un enfant. Je sais pas, il y a des choses qui ont dû s'aligner, ou tu vois, ou il y a des choses aussi que tu relativises un peu plus, et du coup, ça te met moins de stress, moins de, tu vois. Tu vas un peu plus à l'essentiel aussi, tu vois. Et ce qui est beau aussi, c'est de voir aussi peut-être la transmission, tu vois. De, ouais. Tu me disais que maintenant, il dansait un peu. En plus, j'ai dansé enceinte pendant jusqu'à 5-6 mois de grossesse. Ok. Donc ça, c'est cool. Et je me sentais bien, tu vois. Je me sentais lourde un peu, mais je trouve ça intéressant, en fait. Et ton centre de gravité, il change de fou. Ouais. C'est les rigolo. Pirouettes, les spots, l'ancrage, les grands pliés. Non, c'est intéressant, je pense. En plus, en talons, je me rappelle, j'avais fait un show. J'essayais de camoufler que j'étais enceinte, mais bon, ça serrait un peu. À 5-6 mois, ça se voit un petit peu quand même. Ouais. Et c'est beau, je trouve aussi, d'avoir ces représentations-là sur scène. Tu vois, on a tendance, je trouve, dans le milieu de la danse, à avoir les mêmes corps en train de changer. Oui, ça s'est un peu désacralisé, je trouve. Heureusement. Même avec les artistes un peu pop, tu vois. Je trouve que leur grossesse, elles les ont mises en valeur. Elles n'ont pas hésité à montrer leur ventre, leur peau, à célébrer ça. Et je trouve que c'est beau, en fait. Tout le monde devrait pouvoir faire ce qu'il veut, en fait. Tu vois. Et au-delà de célébrer la grossesse, ça célèbre aussi tous les corps et la diversité de corps. Exactement. Et ça fait plaisir. Et puis ça rajoute un côté artistique auquel on pense pas forcément, tu vois, mais qui est aussi intéressant, tu vois. Et bien justement, on parlait d'artistique et je voulais revenir sur une autre forme artistique et le cinéma notamment qu'on a abordé un petit peu dans l'épisode. Toi, tu as récemment chorégraphié un film réalisé par Mounia Medour qui s'inspirait de récits réels. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet et de ce que ça t'a apporté de ramener de la danse au cinéma? Alors le film s'appelait Ouria, avec Lina Koudry, Rachida Brakni, et donc réalisé par Mounia Medour. Déjà, j'ai été très flattée et honorée que Mounia me propose, parce qu'on s'était rencontrés. Mounia, c'est une grande réalisatrice qui a fait du documentaire aussi beaucoup et de la photo. Et elle m'avait proposé de faire un shooting, en fait. Je pense qu'elle m'avait vu passer sur les réseaux. Et voilà, et à l'époque, donc, on avait fait un shooting à l'Institut du Monde Arabe. Et c'était bien avant le film. C'était peut-être en 2014-2015. T'as mis sur les réseaux, ça ? Non, je crois que j'ai vu passer une vidéo devant l'Institut du Monde Arabe. Ouais, alors non, ça c'était une vidéo, ouais. Okay. C'était des photos, mais non, ça date. Et ça fait 10 ans. Et ensuite, on avait discuté simplement, et Mounia adore la danse, et je pense qu'elle était déjà en écriture d'Ouria. Et puis, en fait, elle a pensé à moi, ensuite, elle m'a recontactée, elle m'a d'abord proposé un rôle, puis finalement, ça n'a pas marché. Et ensuite, elle m'a appelée simplement, et elle m'a dit, ouais, en fait, j'ai beaucoup envie que tu fasses la chorégraphie. Donc, c'était le deuxième film que je chorégraphiais. J'avais déjà fait un premier film qui s'appelait Hilda, un film anglais, où j'avais été co-chorégraphe en fait sur celui-là, mais j'avais fait une grosse prépa aussi avec une jeune actrice sur ce film, et donc là c'était vraiment mon plus gros projet en fait en tant que chorégraphe, enfin single un petit peu, tu vois, c'est la lead, et donc du coup il y avait une grosse partie du film où c'était de la danse classique après un accident qui survient, où l'actrice principale Lina du coup elle est plongée dans un espèce de coma en fait, et le choc qu'elle a eu, en fait, elle est tombée dans les escaliers, lui fait perdre une zone du cerveau qui est liée à la parole. Donc elle perd la parole. Je crois que ça s'appelle la zone de Broca ou quelque chose comme ça. En fait, ça arrivait à des gens. Et du coup, elle rejoint un centre de jeunes femmes qui sont dans le même cas qu'elle, en fait, qui, suite à un choc émotionnel, ont perdu la parole ou sont de nature aussi sourde ou muette. Et du coup, Mounia voulait mélanger en fait un petit peu la langue des signes avec la danse contemporaine, alors qu'avant, au tout début du film, elle est principalement danseuse classique en fait. Et du coup, ça l'amène à développer un petit peu ce côté-là chorégraphique, contemporain, etc. Donc c'était super chouette de passer par tout ça. Et en fait, elle voulait absolument, donc le film se situe en Algérie, elle voulait que pour le bien-être et la réalité du film et le sens qu'elle veut donner, que les danseuses classiques soient algériennes, parce qu'elle s'était inspirée d'une école qu'il y avait là-bas en Algérie de danse classique. Et du coup, on a fait des castings un peu partout, au Maroc, en Algérie, en France, à Paris, à Marseille. Et on avait du mal en fait à trouver des danseuses
qui pouvaient aussi bien danser le classique sur pointe, puisqu'il y a des moments sur pointe, que après pouvoir danser de la danse contemporaine. Et on avait du mal en fait à trouver des personnes de ce type-là. Et on s'est demandé en fait avec Mounia au bout d'un moment, est-ce que c'est parce qu'en fait on n'a pas du tout accès à ça quand on ressemble à des personnes, qu'on vient de ce milieu-là, tu vois. Et ouais, en fait c'est ça, hein, ça appartient tellement à une zone, c'est cher la danse classique, donc faut pouvoir payer des cours. Et après, faut avoir aussi envie de le faire. Et pour avoir envie, il faut avoir des modèles, tu vois. Il faut avoir des gens qui... Ou alors accès à ça, tu vois. Des institutions qui sont peut-être dans des quartiers un petit peu, tu vois. Et voilà, moi, je suis toujours pour amener la danse tu vois, partout pour qu'elle soit visible, que ça soit aussi bien la danse classique. Mais bon, ça prend des générations, tu vois, pour un petit peu enlever ce côté que c'est pas accessible à tout le monde. Ce qu'on se disait en off, c'est que, tu vois, il y a... Moi, quand j'ai commencé la danse classique, par exemple, les pointes de couleur marron, beige, qui représentent, on va dire, toutes les couleurs de peau, il n'y en avait pas. Pareil pour les collants. Pareil pour les justes corps, des choses comme ça. Le côté chair. Ouais, bien sûr. Donc, de voir aussi que ça, c'est récent, ça questionne, du coup, les représentations de la danse classique aussi. Oui, puis ça veut dire aussi que s'il n'y a pas, c'est qu'on interdit à ces gens-là de le faire, tu vois, quelque part. Et en fait, la danse, c'est fait pour le corps, donc c'est fait pour l'être humain, c'est pas fait pour une couleur de peau, tu vois. Complètement d'accord. Et est-ce que tu penses que, justement, la danse classique, elle a, dans ses codes, ses esthétiques, ses exigences, elle est réellement accessible à tous et à toutes en France ? Elle pourrait l'être un peu plus, je trouve. Ouais. Mais ça commence à venir, je trouve, ouais. Ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a l'exemple des États-Unis, et de prendre cet exemple-là, je pense que pour ça, c'est plutôt pas mal, tu vois. Bien sûr. Où on voit des danseuses noires de peau devenir première danseuse. Le titre d'étoile, il est attribué qu'en France, mais par exemple, je pense au New York City Ballet, tu vois, il y a eu des cas. Ou alors Guillaume Diop, tu vois, en France. Donc ça, c'est cool. Ça serait bien qu'il y ait des femmes un peu plus. Oui. Est-ce que toi, plus jeune aussi, tu t'es sentie représentée dans les figures ou les corps qu'on valorisait dans ce milieu ? Moi, j'avais des modèles. Je me souviens que j'avais été complètement subjuguée par Sofia Boutella, notamment dans sa pub Nike. Et je me dis, oh là là, moi, je vais faire comme elle, je vais être comme elle. Je me souviens à l'époque, j'avais même envoyé un petit message. Yes. Et voilà, et oui, mais il y en a quelques-uns, tu vois. Mais c'est marrant parce que j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup, il y en a énormément, mais c'est pas ce qu'on visibilise le plus, tu vois. C'est pas ce qu'on voit le plus partout. J'ai l'impression que pour nous voir, il faut qu'on soit excellent, tu vois. Il faut qu'on donne encore plus, il faut qu'on soit encore plus fort, gentil, tout, quoi. Alors qu'en vrai, on pourrait simplement être bien et être vu, tu vois. Complètement. Je reviens sur la visibilité et même les femmes. Tu me disais que Mounia Medour, elle t'avait fait confiance et qu'elle avait voulu faire bosser des femmes en priorité. Est-ce qu'il y avait beaucoup de femmes sur le plateau ? Oui. Et est-ce que c'est quelque chose que tu observes de plus en plus aujourd'hui dans les milieux créatifs, au cinéma, dans la danse tu vois, même Beyoncé, c'est très féminin. Ouais. Mais elle prône ça. Oui. Mais je trouve que l'accès aux femmes, il est réduit. Je pense qu'on fait un petit peu peur aussi, tu vois. Parce qu'on est capable de faire, en fait, ce que font les hommes et bien plus. Et on nous donne pas forcément la chance, tu vois. Quand il y a un homme qui fait bien son travail, on le laisse, tu vois. Pourquoi mettre une femme à sa place Puis surtout, c'est quand c'est installé, en fait, que c'est compliqué de faire bouger les choses. Mais ça fait du bien quand on voit des femmes réalisatrices, mais il y en a pas énormément, tu vois. Des femmes chorégraphes, même en télé, j'en vois pas trop, tu vois. Ouais. Ça serait bien qu'il y en ait un peu plus. C'est un appel. C'est un appel aux femmes. Il y a beaucoup de femmes qui assistent les chorégraphes. Oui, beaucoup. C'est ce qu'on se disait aussi au téléphone. Je me demande si on n'a pas peur aussi un petit peu de prendre cette place-là, tu vois. Est-ce qu'on nous la laisse ? Parce qu'on nous l'a pas donnée aussi. Oui, est-ce qu'on nous l'a pas donnée, ouais. C'est un bon sujet à débattre. Ouais. On va se battre sans se battre. Oui, tranquille. Le but, c'est pas d'être contre qui que ce soit et de pas. Il y a des hommes qui font ça très bien aussi. Bien sûr. Et voilà.
Et on n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un, Non, tu ouais. vois. Ça, je trouve que c'est aussi un sujet qui ne devrait pas l'être. Mais quand on est artiste ou entrepreneur, on n'est pas là pour prendre la place de quelqu'un. On est là Non, pour pas prendre du sa tout. place. Et, Mais dans tout, en fait. Il y ouais. a la place pour tout le monde. Hein. Complètement. Moi, je pars de ce principe-là, tu vois. Il y a de la lumière pour tout le monde. Grave. Et quand c'est pour toi, c'est que c'est le bon moment, peut-être. Et quand ça l'est pas, Exactement. il y en a ailleurs. Je vais sur un sujet qui n'a un peu rien à voir avec tout ce qu'on a abordé, mais je vois les deux questions qui apparaissent en verte sur mon écran, que j'ai bien surlignées. Ce sont encore 2 questions de la FAQ que tu avais fait Trop bien. sur Yes. ta story, et notamment sur les conditions. Donc la première question, c'était que faudrait-il améliorer ici en France sur la considération de notre métier. Pourquoi cette question ? Parce que la deuxième qui va peut-être t'aider, c'était quelles sont les différences des conditions et des rémunérations avec les États-Unis et la France. Peut-être que tu peux faire un parallèle. Alors là, il y a la considération et les conditions. Et les conditions, ouais. Ben, les conditions aux États-Unis, elles sont évidemment plus grandes et plus riches parce que l'entertaining, en quelque sorte, le milieu commercial, donc le divertissement, il est plus considéré déjà à la base, tu vois. Les gens, ils ont plus de moyens pour faire un concert, ils ont plus de périodes de répétition, ils ont plus de budget pour les danseurs. Mais c'est parce que c'est comme ça là-bas, tu vois. En France, on a moins la culture du divertissement. Quand je te dis divertissement, ça peut être aussi bien les danseurs, comment ils sont rémunérés sur un clip, qu'en tournée, tu vois. C'est vrai que là-bas, ça n'a rien à voir avec les tarifs français. Mais on a un autre système en France qui est l'intermittence aussi. Mais il ne faut pas que les chorégraphes ou les productions comptent que sur ça non plus, tu vois. Ensuite, être considéré, ça veut dire que, pour moi, en fait, c'est que ce que tu fais, c'est un vrai métier, en quelque sorte, en fait. Et c'est vrai que parfois, t'es contacté pour chorégraphier un clip ou pour danser pour, par exemple, une marque. Et ils te disent, toi, c'est comment tes tarifs ? Bah, en fait, ça part pas de là. Ça part de là, ça part de... C'est quoi le budget total, en fait, de la production ? Qu'est-ce que vous donnez aux danseurs ? Qu'est-ce que vous donnez aux mannequins ? Qu'est-ce que vous donnez... Et c'est vrai que parfois, c'est genre... ah bah non, nous, on rémunère en produit, on fait... ah oui, on comptait pas avoir ce budget-là, bah tu peux repartir avec les vêtements, ou tu peux... Ouais, mais en fait, moi, j'ai besoin de composer, j'ai besoin d'être chez moi, d'écouter la musique, tu vois. Ce temps-là, en fait, il est pas compté, tu vois, en argent. Alors que c'est du travail déjà, tu vois. Et c'est comme parfois, on me dit, est-ce que tu fais le casting aussi ? Bah ça aussi, c'est être un peu directrice de casting. Si je choisis mes danseurs, moi, ça m'arrange. Je veux bien le faire gratuitement. Mais en vrai, il y a des gens, ils sont directeurs de casting et c'est un full job, en fait, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Je ne sais pas. Mais en parler, expliquer que ça a un coût, que c'est une valeur et que surtout... En fait, lui, il va pas faire ce métier-là non plus sans être payé, tu vois. Alors, tu sais, la fameuse phrase du « le temps, c'est de l'argent ». Oui, aussi. Mais c'est un peu ça, c'est-à-dire que quand tu prends du temps pour caster des gens, pour créer ta choré chez toi, bah ça, effectivement, ça se rémunère. Parce que tu consacres du temps au projet. Ouais. Ou alors, souvent, c'est... faut faire des répétitions. Bah oui. Et du coup, le studio, c'est quoi ? C'est chez toi ? T'as un studio ? Ah bah non, il faut louer un studio. Oui, donc il faut expliquer un petit peu et faire de la logistique. Et parfois, il n'y a pas besoin de faire des répétitions parce que ce sont que des freestyles. Mais bon, très souvent, je trouve qu'il y a un peu une excuse de on va pas faire de répétitions comme ça enlève aussi des coûts budgétaires. Ouais, mais du coup, ça empathie sur la qualité du job au final, en fait, tu vois. Parce qu'on a, même si c'est du freestyle, on a quand même besoin de mettre de la mise en scène. Après, parfois, c'est un challenge aussi, tu vois. Ça peut te challenger. Bien sûr. Mais il faut pas le faire tout le temps, quoi. Ouais. Il faut savoir pourquoi tu le fais, surtout. Exactement. Et je reviens sur les différences de rémunération avec les États-Unis et la France. Tu pourrais donner un peu une fourchette de prix sur un, je sais pas, par exemple, un Super Bowl, un event, un clip peut-être ou... C'est compliqué parce que aux États-Unis, t'as des systèmes où t'es payé à la semaine. Ok. Et après, t'as des primes, en fait, si, par exemple, t'es dans une semaine de répétition et qu'il y a un MTV qui arrive ou un truc comme ça, après, Mais on va dire que c'est souvent le double de ce qui est payé en France, tu vois. Ok. Double ou triple. Ouais.
Mais encore une fois, nous, on a cette espèce de sécurité qui fait que du coup, là, quand on job moins, on a l'intermittence. C'est ça. Que là-bas, donc en fait, est-ce que ça se vaut pas aussi? Du coup, c'est un sujet, c'est un vrai sujet. Mais en même temps, ça veut pas dire que c'est pas parce qu'on a l'intermittence qu'il faut nous payer moins. Tu vois, bien sûr. Mais ce que sortent les productions, il y a tout ça aussi. Je pense que peut-être que ceux qui nous écoutent et qui sont pas danseurs ou dans ce milieu-là comprennent pas, mais quand on est intermittent du spectacle, on n'est pas juste un salarié lambda. L'employeur, la société, le producteur va débourser des fois 2 fois le double, plus. Exactement, c'est le double en fait. C'est le double. Et peut-être qu'aux États-Unis, comme il n'y a pas ce système d'intermittence, finalement, ils sont payés notre brut quelque part. Peut-être. Donc ouais, il y a un vrai sujet là-dessus. Ouais. Mais ne nous baissez pas nos tarifs. Non. Je reviens un petit peu sur la transmission. On arrive tranquillement vers la fin de l'épisode. Le fait d'avoir dansé pour Beyoncé et d'avoir été la première et longtemps la seule femme française sur ces tournées, t'as sans doute projeté dans un rôle de modèle. Est-ce que tu ressens une forme de responsabilité quand tu reçois des messages de jeunes artistes qui te demandent comment faire pareil et comment y arriver? Alors je me sens pas responsable, mais je me sens d'inspirer en fait et de donner les clés, de partager mon expérience, de leur dire bah écoutez moi j'ai fait ça. Peut-être que ça peut marcher pour toi, mais en tout cas reste fidèle à toi-même, reste fidèle à tes convictions, travaille. mais ouais, moi je suis toujours partante pour échanger, pour expliquer un petit peu comment j'en suis venue là, et que bah t'as rien sans bosser, effectivement. Après, je pense que ce que je peux leur donner aussi, c'est un peu ce que parfois j'ai pu rater, tu vois. C'est pas être prévoyante et pas penser au long terme aussi, tu vois. Il y a parfois des choix que tu fais qui vont se voir en fait et qui vont refléter dans les 10-15 prochaines années, tu vois. Alors que qu'avant je pensais pas vraiment comme ça, tu vois. Je me disais bon bah ça je le fais et paf ça va à la poubelle, et en fait non, ça te suit parfois. Et si c'est un bon choix, bah, ça peut t'amener encore plus de travail. T'as un exemple? Par exemple, je sais pas, des tournages qui restent, des choses qui restent en image, et où tu dis, bah ça je l'ai fait, et donc ça reste en image, mais je voulais pas forcément... Ouais, j'ai pu faire des... C'est plutôt le côté... quand je suis allée vers, évidemment, des choses qui brillent un peu, tu vois, ou des choses qui sont confortables pour le portefeuille, mais... pour l'image pas trop, tu vois, un petit peu des choses d'influence ou mais qui sont toujours liées à la danse, tu vois, mais où ouais j'étais là bon bah là je prends mon billet clairement, mais artistiquement qu'est-ce que ça m'apporte, est-ce que c'est pas un petit peu pour mon image, tu vois. Après ça reste quand un même petit peu toujours border, aligné avec tes valeurs. Oui bien sûr, c'est important de le rappeler aussi que maintenant je regarde vraiment bien aussi qui sont les gens qui me proposent, tu vois. Ce qu'ils ont fait avant, s'il n'y a pas un petit peu des choses cachées, qui me ressemblent pas trop, ou politiquement pas correctes pour moi, tu vois. Bah, parce qu'on en parlait tout à l'heure en off, pendant notre petite pause tournage, que oui, l'image qu'on accorde à un média, elle est aussi associée à ce média-là, et donc du coup associée à cette personne. Et c'est important. Moi, c'est ce que je te disais en off, c'est que je fais attention aussi à qui je fais venir dans le podcast, parce que bah, après moi je suis associée à leur image, et donc non, j'ai pas envie de... Voilà. Mais c'est vrai que... Après on peut pas tout contrôler non plus. On peut pas tout contrôler, bien sûr. Il y a des choses qui se sont passées et que voilà, tu savais pas, et voilà, faut être vigilant. Faut essayer de lire, se renseigner, connaître les gens, tu vois, regarder ce qu'ils ont fait. Et... Exactement. Mais je dis ça surtout pour dire aux personnes qui ont envie d'aller vers la lumière, vers tout ce qui brille aussi, de faire attention à pas se faire ça juste pour la fame et pas se cramer, parce qu'après, ben, il peut y avoir des répercussions positives comme négatives, quoi. Voilà, petite parenthèse. Tu disais justement que sans travail, on n'avait rien. Est-ce que selon toi, qu'est-ce qu'on oublie trop souvent quand on parle de réussite artistique ? Tu vois, est-ce que c'est la manière de se tenir dans un groupe, d'arriver à l'heure, d'être entière ? C'est une forme de réussite aussi, tu vois. Il n'y a pas que l'artiste, il y a aussi l'humain qui va avec. La bienveillance aussi au sein d'un groupe, tu vois. Ouais. Parfois, tu peux pas être trop dur quand il y a des danseurs qui sont un peu loin de la matière qui est demandée par le chorégraphe et tout ça. On a un groupe, au final, on est sur scène ensemble, donc pourquoi être là à se moquer de quelqu'un qui... Tu vois, moi, je pense que s'il y a la bienveillance, en fait, tout peut se faire. Yes. Tu vois, on peut travailler... Puis évidemment, le respect les uns des autres,
envers ceux qui sont là un petit peu au-dessus de toi, ceux qui te payent, tu vois. Tu peux pas arriver et un peu tout dénoncer comme ça d'un coup. Ça va pas, ça va pas, ça. Oui, mais en fait, toi, là, t'es exécutante. Donc, on te demande juste de faire, de faire bien ça, ton métier de danseuse. Donc, après, oui, il faut être conscient de ce qu'il y a autour, de pas hésiter à demander, tu vois, dans les contrats s'il y a des choses que tu comprends pas. Mais ouais, la bienveillance et le respect, ça prime. Yes. Est-ce qu'aujourd'hui tu crois que c'est important qu'il y ait des figures auxquelles on peut s'identifier, pas seulement pour les rôles sur scène, mais aussi tout ce que ça implique d'humain, de discipline, d'équilibre personnel? Ça rejoint un peu la question d'avant. Ouais, bien sûr, moi quand je vois des gens avec qui ça se passe bien, j'ai envie de faire comme eux, tu vois. Et à contrario, il y a des personnes, c'est compliqué de travailler avec eux, bah t'es là, bon bah c'est pas grave, hein. Je vais plus faire ça. Complètement. Ou alors t'arrives à composer avec eux si t'as assez de patience, d'indulgence et de... dont on parlait si au le début. job il te plaît vraiment, tu vois. Ouais. Mais oui, c'est compliqué parfois. Hein. De les gens mettre- ils arrivent, ils font la gueule en répète, t'es là. Ouais. Encore On fait un métier fun quand même, les gars. Grave. Allez, venez, on s'aide. On sauve pas des vies, mais en vrai, si, un petit peu quand même. On redonne Ouais, un peu de on bonheur amène aux un gens peu et- de Je un veux moment dire. un petit peu particulier, tu Ouais. vois, aux gens. On leur donne de l'amour, quoi, en final. C'est ça, hein, notre métier. Et ça peut sauver des vies. Ouais. Un peu de poésie, un peu de... Légèreté. Complètement. Le mot ambitieux, ambitieuse, on l'utilise rarement pour parler des danseurs et danseuses. Enfin, personnellement, j'entends beaucoup il a les dents qui règlent le parquet, ou il a les dents qui règlent le parquet. Mhm. Et moi, il est ambitieux. Et je trouve que c'est un beau mot hein, de dire qu'on est ambitieux, et il faut le dire, il faut l'assumer, il faut en avoir, faut avoir raison d'être ambitieux ou ambitieuse. Est-ce que c'est quelque chose, toi, qui te parle? Oui, complètement. Moi, je pense qu'en fait, je mets l'ambition à la hauteur de mes rêves. Tu vois, et c'est un élan, c'est un moteur. Tu peux pas accomplir les buts que tu t'es fixés sans ambition. Il faut en avoir de l'ambition. Après, il faut juste que ça soit bien placé, tu vois. Il faut pas qu'elle soit écrasante envers les autres. Comme on a dit tout à l'heure, il y a de la place pour tout le monde. Il faut être aussi à l'écoute du moment où c'est ton moment aussi, tu vois. Il faut le prendre, il faut shiner un petit peu, mais sans pousser les autres. Ouais, ça me parle complètement. Mais quand tu dis les dents qui rayent le parquet, c'est quoi un petit peu qui te... Mais tu sais, on a souvent tendance à dire l'ambitieuse, elle a les dents qui règlent le parquet. Moi, j'ai déjà entendu ça, tu vois. Je me suis dit, mais c'est hyper péjoratif. Et même moi, tu vois, je me suis déjà perçu le dire pour rigoler, tu vois. Et en vrai, c'est péjoratif parce que ça veut dire que du coup, tu remets en cause ton ambition et tu... Tu vois, moi, par exemple, il y a des situations où j'ai envoyé des messages à des chorégraphes parce que j'aimais trop ce qu'ils faisaient. Et ça arrivait justement avec Sidi Larbi Cherkaoui, même si on avait travaillé ensemble sur Beyoncé, j'avais pas fait la démarche d'auditionner pour lui. En fait, on s'est retrouvés en commun sur un job et il a chorégraphié les Grammys la première fois qu'il est venu sur Beyoncé. Et il y a un show qui s'appelait Tidal, je crois. C'est la plateforme là, de stream. Mais tout ça pour te dire, je reviens à... parce que je m'éparpille un petit peu. Non, t'inquiète. Que parfois, la façon dont tu vas démarcher les gens, elle peut paraître un petit peu, comment dirais-je, pas naturelle, tu vois. Ou alors, les gens, ils vont dire, ah, mais elle envoie des messages à tous les chorégraphes, c'est bon, stop, quoi, tu vois. Il y a des castings où il y a des... Mais parfois, non, en fait, tu vois. Et si t'aimes vraiment quelqu'un, tu peux dire, bon, hello, je suis là. Tu vois, ça peut marcher comme ça. Je pense qu'il faut savoir juste bien le faire. Et choper le bon moment et pas être trop, tu vois. Oui, il y a culot et culot, quoi. Oui, voilà. Je suis d'accord avec toi. Non, parce que je trouve que ça répond bien à la question. Enfin, c'est un sujet, en vrai, et c'est important d'en parler, tu vois. Faut oser un petit peu aussi, quand même. Hein. Ouais. Écoute, on arrive à la fin, cette fois-ci d'épisode. Déjà Oui, déjà. Les 1 heure et quelques passent vite. On a bien discuté. Oui. Quels sont tes projets futurs ? Alors, mes projets futurs, pour le moment, je danse encore, pas mal. J'ai quelques films dans lesquels je vais participer à la chorégraphie, qui arrivent bientôt. Donc ça, c'est chouette, des longs métrages. Ça va être cool.
Et pour le moment, non, je suis en concert au Portugal pour un duo de chanteurs qui s'appelle Kalema. Ouais. Voilà, ça va être chouette à Lisbonne, on va s'éclater. Et puis voilà, hein, toujours des petits projets à gauche, à droite, hein, pas encore concrétisés, mais... Yes, des projets perso. Ouais, perso. On dit pas tout alors. Non. Moi, je suis un peu de cette team-là, j'aime pas trop parler de tous mes projets, de me porter mais non, mais l'œil. ça se passe bien, franchement, ouais. Bah, de toute façon, je on te concocte souhaite, des petites meilleur. potions, là, Yes. dansantes. Si tu pouvais dire une phrase à Ajiba qui a entre 12 et 16 ans et qui monte dans le train pour aller à Paris, tu lui dirais quoi? Bah vas-y, monte dans tous les trains qui vont te porter à tes rêves. Yes. Ouais. Simple, efficace. Et si tu avais un dernier message pour clôturer cet épisode, qu'est-ce que tu dirais? Peu importe, même pas forcément qu'il y ait un lien avec le sujet qu'on a eu, mais... Ouais. Ah là là, c'est compliqué. Ah oui, bah justement, tu sais, je regardais un podcast avec Sylvie Guilhem, que j'adore. Et elle disait, tu sais, tu sais que ce job, il est fait pour toi si c'est une nécessité, en fait, de le faire. Donc j'aimerais un peu dire, genre, s'il y a des personnes qui se posent un peu des questions, si tu te lèves le matin et que c'est pas une nécessité pour toi de danser, ben, voilà, tu sais que c'est pas le bon métier pour toi. Il faut que ça soit en toi, il faut que ça soit une nécessité de vie, quoi. Ou de créer, ou de, tu vois. Ça m'a mis des frissons. Ah ouais? Ouais, voilà. Bah, on va finir là-dessus. C'est très vrai. C'est une belle C'est ce qui nous porte, en fait. Hein. Exactement. Ouais. Moi, tu vois, plusieurs fois, je me suis dit, ah, ça y est, c'est le dernier plan que je fais, je vais arrêter de danser et tout. Et en fait, je me lève le matin et je me dis, bah non, en fait, ça vit en moi. Si je m'arrête de danser, je meurs, hein, je vais pas être dramatique comme ça. Oui, mais c'est une petite mort intérieure. Une dépression, quoi, je pense, tu vois. Voilà. Moi, j'aime beaucoup ce mot de la fin. Donc, merci beaucoup, Ajiba, merci, pour ce temps précieux que tu m'as accordé. Je le redis et je répète la même chose à chaque fin d'épisode, mais je remercie les personnes de la même manière, et notamment pour leur temps et leur partage, parce que pour moi, c'est une valeur qui est ultra importante. Et le temps, le temps, il n'est pas illimité, et du coup, qu'on m'accorde un peu de temps, ça me touche beaucoup. Donc, juste merci pour ça. Mais merci à toi de m'avoir reçue. Je suis super contente d'avoir partagé ce moment. Et surtout, j'espère qu'il y aura énormément de personnes qui vont nous écouter, parce que j'adore partager ce bel univers qu'est la danse et ce que ça nous procure. Exactement. Et j'espère aussi que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager l'épisode, à envoyer des messages à Ajiba, à m'envoyer des messages, à aller voir peut-être que vous ne la connaissez pas, et donc à aller voir aussi ce qu'elle fait sur les réseaux. Il y a des non-danseurs qui nous écoutent. Ouais, petite vie d'artiste, là. Exactement. Et à vous abonner, à partager le podcast, l'épisode, à mettre 5 étoiles, des commentaires, à nous dire aussi s'il y a des sujets que vous aimeriez développer, et de pas hésiter encore une fois à demander à Ajiba comment elle a fait pour y arriver. Voilà, envoyer de la force et partager, échanger, c'est le plus important, je pense. Ouais, j'ai trouvé ça hyper cool qu'on fasse une petite foire à questions. Ouais, grave. Qu'on puisse faire participer un peu. Donc, c'est chouette, je vais le faire plus souvent aussi. J'espère qu'on aura bien répondu aux questions des personnes qui se sont impliquées. Merci beaucoup, Ajiba. Merci, Maïwen. Merci à tous de nous avoir écoutés et à bientôt. Ciao.